Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la consulte du doc. Aujourd'hui, on va parler du sujet faut-il manger après l'entraînement, directement après, un petit peu après, franchement après. En tout cas, c'est la question qui m'a été posée puisque récemment Nassim a fait une vidéo là-dessus en disant que manger le shaker directement après avoir reposé la barre au développé couché pour maximiser ses résultats avec la fameuse fenêtre anabolique. Alors je déconne, c'est pas du tout ce qu'il dit. Bref, en tout cas, il y a eu une espèce de nuage de commentaires et plusieurs personnes, alors pas énormément non plus, mais assez pour que j'ai envie de faire une vidéo, d'autant plus que le sujet est intéressant. Donc on va essayer de répondre à la question aujourd'hui, de complémenter ce qu'a dit Nassim et de voir surtout est-ce qu'il a raison ou est-ce que je pense que c'est de la grosse connerie. Générique. Don't know what's like it. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. Bon, je fais volontairement un titre encore une fois provocateur, un petit peu de provocation aussi dans l'introduction parce que je pense que le divertissement c'est important sur YouTube et on va pas se mentir, c'est rigolo aussi de faire ça. J'ai reçu plusieurs questions de personnes qui m'ont demandé ce que je pensais de cette vidéo et effectivement la vidéo je la trouve intéressante et en fait quand on lit les commentaires eh bien les gens sont un petit peu on va dire agressifs envers Nassim en disant ouais c'est n'importe quoi, t'as pas de preuves, franchement tu complexifies les choses et au final la première chose que je veux dire c'est que ça rejoint légèrement une vidéo que j'avais déjà faite sur Cher Fitness qui s'appelait ne fais pas cette erreur avant ton entraînement. Alors pour le coup en plus c'est assez drôle parce que on a un petit peu la même formulation des titres, ne fais pas cette erreur après ton entraînement pour le shaker ou avant ton entraînement en mangeant. En tout cas je vous invite à aller voir la vidéo puisqu'on va parler grossièrement des mêmes choses. En écoutant la vidéo, en lisant les commentaires et en regardant aussi ce qui se dit sur les forums, parce qu'encore une fois les forums, notamment jeuxvideo.com, c'est une source inépuisable de conneries, non pardon je déconne, d'informations utiles, non mais surtout ça me donne des idées de sujets et ça me permet de voir les questions que se posent les gens pour faire des chroniques et des vidéos qui sont en rapport avec finalement les questions les plus demandées. On va diviser la vidéo en plusieurs parties. La première ça va être la digestion, les rappels en gros physiologiques, à quoi ça sert la digestion et comment ça se passe. Deuxièmement, on va voir les différents facteurs qui vont influencer la digestion et faire que finalement ton shaker de protéines ou ton repas solide, si tu as envie de te taper un poulet rôti après ton entraînement, pourquoi pas, mais voir les facteurs qui vont faire que ça va être utile entre guillemets pour la construction musculaire et surtout est-ce que ça va être digéré ou pas. Troisièmement, je vais faire une synthèse en gros en pratique, que faire parce que il y a peut-être du vrai, il y a peut-être aussi des choses qui sont exagérées dans ce que dit Nassim. Et dernièrement, je vais répondre à des questions que j'ai lues dans les commentaires. Alors, je m'approprie la vidéo de Nassim, je suis désolé, mais il y a plusieurs commentaires ou plusieurs posts que j'ai trouvé intéressants et auxquels je vais apporter une réponse. Donc voilà, on va démarrer tout de suite. Première partie, la digestion. Qu'est-ce que c'est la digestion ? C'est le mécanisme qui permet de transformer les aliments qu'on a dans la nourriture finalement en énergie. Parce que pour transformer ces aliments en énergie, ça sous-entend deux choses. Ça sous-entend que les molécules d'énergie doivent être extraites des aliments, donc que l'aliment doit être dégradé en plus petits morceaux, que ce soit des glucides simples, donc du glucose, des protéines, donc des acides aminés, et des graisses, c'est-à-dire des acides gras. La deuxième chose, la deuxième condition, c'est que ces molécules ne soient pas au niveau du tube digestif ou de l'extérieur du corps, mais soient véritablement absorbées, qu'elles passent dans la circulation sanguine pour être en fait utilisées par les cellules, soit utilisées directement, soit qu'elles soient stockées pour pouvoir être utilisées plus tard. En tout cas, ça nécessite qu'elles viennent de l'extérieur et qu'elles arrivent jusqu'à l'intérieur. Mais bon, vous imaginez bien que si vous mangez un poulet, eh bien le poulet ne va pas passer directement du tube digestif jusqu'au niveau du sang et des cellules, il est beaucoup trop gros et donc ça ne peut pas marcher comme ça. Donc ça nécessite qu'il soit dégradé, c'est ça tout le processus de digestion. Donc la digestion, je ne vais pas vous faire un schéma très compliqué, en gros ça commence au niveau de la bouche, on commence à faire rentrer les aliments, ils arrivent au niveau de l'estomac, ensuite il y a l'intestin grêle qui est en fait un tube qui est assez long, où la principale partie de la digestion va se faire et de l'absorption finalement des nutriments va se faire à cet endroit-là, et à la fin il y aura le côlon et puis la sortie, je ne vais pas vous faire un dessin, donc l'anus. Donc qu'est-ce qui va se passer quand vous mangez votre poulet ou votre shaker de whey ? La nourriture va arriver d'abord au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, c'est la première partie de la digestion. Alors, pas exactement, puisque ça commence déjà au niveau de la bouche avec la salive qui va commencer à dégrader la nourriture avec notamment des enzymes glucidiques pour dégrader les sucres, mais le gros de la digestion se fait au niveau de l'estomac. C'est pour ça que quand on mange, eh bien on dit j'ai l'estomac qui est plein, parce que la nourriture reste au niveau de l'estomac. Dans l'estomac, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un pH qui est acide, donc c'est acide, l'acidité va commencer à dégrader les aliments, mais il y a également des enzymes qui en fait sont des molécules qui vont pouvoir attaquer la nourriture, les aliments pour les dégrader en morceaux plus petits.
Les glucides doivent être dégradés en molécules de glucose, qui sont toutes petites. Les protéines doivent être dégradées en acides aminés, qui sont encore une fois des petites molécules. Et les graisses doivent être également dégradées en acides gras ou en triglycérides pour ensuite être absorbées. La deuxième condition, donc, c'est qu'une fois qu'on a toute cette nourriture, il faut qu'elle soit absorbée, qu'elle passe au niveau de la barrière intestinale. Donc, ces molécules vont être captées par ces cellules qui vont tapisser le tube digestif. Alors, différentes cellules pour différentes absorptions de nutriments, mais ça, c'est du détail, finalement, c'est pas très important. Il y a aussi des molécules qui peuvent passer de façon un petit peu plus passive, mais encore une fois, c'est du détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que seules les petites molécules peuvent être absorbées, peuvent passer au travers de la barrière de cellules pour arriver jusqu'au niveau du sang. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que certains aliments, certaines vitamines, certains minéraux sont absorbés à des endroits différents du tube digestif. Donc, il faut bien sûr que quand vous mangez votre poulet, il ne reste pas au niveau de l'estomac, mais il descende. Mais encore une fois, c'est logique, parce que si la nourriture ne descend pas, qu'est-ce qui va se passer? On va être tout de suite en occlusion. Donc pour que la nourriture descende, ça sous-entend qu'il y a des mouvements au niveau du tube digestif. Donc la nourriture, elle est au niveau de l'estomac, et la paroi à la fois de l'estomac, mais également au niveau de l'intestin grêle et du côlon, ça contient des muscles. Et donc ces muscles vont pouvoir se contracter de façon rythmique et de façon en gros circonférentielle, circulaire, pour pouvoir faire avancer le bol alimentaire et les aliments. Donc vous imaginez en fait un peu comme un serpent avec une contraction qui va aller de proche en proche pour en fait pousser la nourriture tout le long du tube digestif. Ces contractions, ça s'appelle le péristaltisme, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a plus de contraction musculaire, plus de péristaltisme, eh bien la nourriture, schématiquement, elle ne peut pas bouger, et donc c'est pour ça que certaines personnes ont un transit plus long que d'autres. Ça veut dire que si les contractions sont plus fréquentes, plus régulières, les aliments vont avancer beaucoup plus vite que chez d'autres personnes qui n'ont pas ces contractions, qui en ont beaucoup de moins. Alors ça dépend aussi du type d'aliment, parce que par exemple l'huile peut aider à faire glisser, ça fait rire, mais c'est comme ça, c'est comme un toboggan que vous huilez. La nourriture, si vous mangez plein d'huile, elle va glisser beaucoup plus facilement que si au contraire c'est tout, ça accroche. Une fois qu'on a dit ça, les micronutriments, donc glucose, acides aminés et acides gras, avant les vitamines, etc., on va dire que c'est à part, ils vont arriver au niveau du sang. Au niveau du sang, ils sont captés ensuite par les cellules qui vont donc les puiser, les extraire pour les utiliser comme énergie, et donc on a fini la digestion. Donc à partir de cette digestion, on a transformé le poulet ou le shaker de protéines en énergie utilisable pour les muscles. Donc le but, une fois qu'on a dit ça, le but de la digestion, c'est quoi? Pour la personne qui pratique de la musculation, c'est premièrement de pouvoir reconstruire les réserves et reconstruire le muscle plus fort après la séance. Parce qu'on veut quoi? On veut des acides aminés pour aller reconstruire les fibres musculaires qui ont été dégradées, mais on veut également du glucose, des acides gras pour avoir l'énergie pour reconstruire les stocks principalement de glycogène au niveau du muscle, pour que le muscle ait de l'énergie, parce qu'encore une fois, les protéines ne suffisent pas. Deuxième partie, quels sont les facteurs qui influencent la nutrition? Dans sa vidéo, Nassim nous parle du facteur qui est probablement le plus important, c'est en gros l'influence du système sympathique et parasympathique. On va détailler un tout petit peu après ce que ça signifie, mais ce ne sont pas les seuls facteurs, et vous allez voir que les autres facteurs permettent aussi d'influencer, et que c'est pas un seul facteur qui régit la totalité des choses. Et donc forcément, je pense que les gens ont un petit peu surinterprété le conseil de Nassim qui leur disait finalement tout simplement, attendez un petit peu avant de boire votre shaker ou de manger votre poulet, attendez de vous être calmé et vous allez mieux digérer. Les gens se sont dit, non, il nous dit de pas manger tout de suite, il remet en cause des années d'études, etc. Bon, je pense que les gens se sont un petit peu emportés. En tout cas, si on résume, si on fait une petite liste des différents facteurs qui influencent la digestion, en fait, vous allez voir que ce sont des facteurs qui sont en fait extrêmement logiques. C'est purement en fait mécanique, c'est purement ce que je vous ai dit. C'est une balance entre les contractions musculaires, donc qui nécessitent des muscles, du sang pour faire fonctionner les muscles, et en gros de la facilité à avoir des enzymes pour digérer et pour pouvoir absorber les nutriments. Et donc ces nutriments, ça sous-entend que la forme de l'aliment va influencer. Si vous mangez quelque chose qui est difficilement digeste, eh bien ça va être plus long à digérer que si vous prenez quelque chose qui est déjà pré-mâché. Pourquoi est-ce que les oiseaux pré-mâchent la nourriture pour leurs enfants? C'est pour que ce soit plus facile à digérer et pour que ce soit plus facile aussi à avaler, parce que tout ça, ça va compter dans la digestion. Encore une fois, la digestion commence à partir du moment où on met l'aliment dans la bouche. Donc si on part du point de vue purement pratique, le premier facteur qui va influencer la digestion et la facilité que vous allez avoir à digérer, c'est la composition du repas.
La composition, il y a plusieurs choses. La première, c'est la composition de l'aliment ou du repas dans sa globalité. Si vous prenez un poulet avec des frites et de la sauce blanche, c'est sa composition, sa proportion de lipides, de glucides et de protéines, parce que tous les aliments ne sont pas aussi faciles à digérer. Les lipides, ce sont typiquement les plus longs à digérer, parce que ce sont des molécules qui sont complexes à casser en fait en acides gras et en triglycérides. C'est pour ça que généralement quand on fait un gros repas de famille avec de la sauce, eh bien on dit ensuite j'ai l'estomac qui est lourd, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, parce qu'en fait le repas reste sur l'estomac. Les glucides à l'inverse, ce sont les macronutriments les plus faciles à décomposer, parce que les liaisons entre les molécules de glycogène sont faciles à casser. Et enfin, entre les deux, il y a les protéines qui nécessitent un petit peu plus d'efforts de digestion. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les aliments sont déjà prédigérés, si vous prenez des acides aminés qui sont tels quels, qui ne sont pas sous forme de protéines, parce que la protéine, il faut la casser en acides aminés. Mais si vous prenez directement des acides aminés, eh bien, il n'y a pas cet effort de digestion à faire et les acides aminés vont pouvoir directement être puisés. Donc c'est pour ça que tous les aliments ne sont pas aussi rapides les uns que les autres à digérer. Deuxièmement, c'est la quantité des aliments. Bien sûr que les lipides sont plus compliqués à digérer. Maintenant, si vous prenez un quart d'un morceau de fromage, ce sera tout de suite plus simple à digérer que si vous prenez 1 litre d'une solution avec des glucides. Si vous prenez 1 litre de coca, ça va vous rester sur le bide quand même un petit moment. Alors qu'à l'inverse, si vous prenez une petite quantité de lipides, ça va être digéré plus vite. Donc encore une fois, ça dépend aussi de la quantité d'aliments. Si par contre, vous vous abusez, que vous prenez la bûche de fromage ou le camembert entier, ça va être un petit peu plus long à digérer. Pareil, la température des aliments va aussi influencer sur la vitesse à laquelle vous le digérez. Et encore une fois, même parfois, le fait d'additionner, ça ne s'additionne pas, mais ça se multiplie. Et donc, parfois, quand on fait un très gros repas, eh bien, ça peut être extrêmement long à digérer. Et parfois, ça vous est déjà, je pense, arrivé. Vous allez manger en famille, il y a votre mamie qui vous fait 15 plats et 15 desserts. Et le soir, vous avez encore l'impression d'avoir le repas de la veille avec les relents de ce repas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne l'avez pas digéré. L'autre chose aussi, c'est la texture de l'aliment. Si vous prenez un aliment qui est solide, eh bien il va être plus difficile à digérer pour votre organisme que si vous prenez la même chose sous forme liquide. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous prenez des glucides sous forme, encore une fois, de boisson, ou des protéines sous forme de boisson, donc un shaker de protéines, ce sera beaucoup plus facile à digérer et à absorber, parce que la forme liquide est plus simple pour le corps à absorber et elle va circuler plus vite que quand elle est solide. C'est assez simple à envisager. Si vous prenez un bout de poulet et que vous le mettez dans un toboggan, il va moins glisser que si vous le mettez sous forme liquide, que vous le broyez, que vous le mélangez avec de l'eau, que vous le videz, l'eau coule. Donc c'est un peu schématique comme explication, mais ça se vérifie. Les aliments sous forme liquide sont absorbés, encore une fois c'est une moyenne, plus vite que les aliments sous forme solide. L'autre chose aussi, c'est l'osmolarité des aliments. Alors c'est un terme qui va être un petit peu compliqué de détailler, mais en gros l'osmolarité, c'est la concentration notamment pour une solution de glucides, on parle d'osmolarité des glucides, c'est la concentration de glucides pour une même quantité d'eau. C'est un peu schématique comme définition, mais c'est de la façon la plus simple de la résumer, et plus l'osmolarité va être importante, et plus ça va être absorbé lentement. Donc ça c'est pour les facteurs alimentaire. Maintenant, les autres facteurs, et c'est important de le préciser, qui vont influencer la digestion, ce sont les facteurs hormonaux, les facteurs physiologiques. Le premier, c'est celui dont a parlé Nassim, c'est celui qu'on va développer le plus. C'est l'influence du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique. Ces deux systèmes, ce sont ce qu'on appelle le système nerveux autonome. En fait, le système nerveux autonome, c'est toutes les fonctions nerveuses de l'organisme dont on n'a pas besoin de s'occuper parce que, en fait, le corps le fait tout seul. C'est-à-dire le rythme cardiaque, la gestion du cœur. Vous n'avez pas besoin de penser à contracter votre cœur pour qu'il se contracte. Heureusement, sinon, je vous garantis que ça se passerait pas bien. Pareil pour respirer, on respire tout seul. Il y a plein de fonctions dans l'organisme, la digestion, qui se font toutes seules, le cerveau, le cycle éveil-sommeil, bref, tout ça. En gros, ce sont des fonctions qui sont régulées automatiquement par votre organisme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'action dessus, mais en tout cas, on ne peut pas les contrôler volontairement. Tout ce qu'on peut faire au mieux, c'est d'essayer d'influencer notre corps pour qu'il envoie plus ou moins d'influx sympathique ou parasympathique. Maintenant, les deux, ce sont schématiquement les opposés. Le parasympathique, c'est le système qui s'active quand on est au repos. Quand on a mangé, quand on est
en train de se reposer, c'est tout ce qui va ralentir le corps. Ça va ralentir la fréquence cardiaque, ça va permettre la digestion, ça va permettre d'aller aux toilettes, ça va permettre aussi de se reposer, de pouvoir s'endormir. Donc ce système, eh bien, il s'active encore une fois quand on a des conditions qui sont optimales et que l'on n'a pas de stress. Parce que à l'inverse, le stress va justement déclencher l'activation du système sympathique, et ce système sympathique, c'est l'opposé, c'est la gestion, en fait, c'est la réaction face à un stress. Il faut s'imaginer que dans la nature, à l'état sauvage, eh bien, il fallait réagir rapidement au stress pour éviter le danger. Par exemple, si vous voyez un lion ou un dinosaure sauvage en face de vous, fallait soit fuir, soit le combattre. Donc ça veut dire qu'il fallait d'un coup s'activer et d'un coup avoir de l'énergie disponible, soit pour sprinter, soit pour sortir votre petite hachette et essayer d'aller affronter le grand méchant dinosaure. Et puis souvent vous faisiez bouffer parce que de toute façon ça marchait pas. Mais ce système sympathique, c'est tout l'opposé. Il accélère la fréquence cardiaque pour augmenter le débit cardiaque et permettre aux muscles d'avoir plus d'énergie, au cerveau d'avoir également plus de sang pour être en meilleure vigilance, on va dire. Il active le cerveau et entre guillemets, il vous rend plus attentif, plus concentré, puisque encore une fois, il ne faut pas rater, il faut bien viser, il faut en fait être précis dans ses mouvements. A l'inverse, il va inhiber toutes les actions qui ne sont pas fondamentales. C'est pas le moment, il y a un tyrannosaure en face de toi, c'est pas le moment de commencer à digérer, c'est pas le moment d'aller aux toilettes. Donc en fait, il inhibe l'envie d'aller pisser, il inhibe l'envie d'aller aux toilettes, il inhibe la digestion, c'est pas le moment de digérer, et grossièrement, il va activer tout votre organisme. Donc quand il y a un stress, le système nerveux parasympathique va diminuer en stimulation et le système nerveux sympathique va augmenter. Le système nerveux sympathique, en gros, il est médié par l'action d'hormones, notamment les catécholamines, que sont principalement l'adrénaline et la noradrénaline. A l'inverse, le nerf vague, c'est l'acétylcholine, le neurotransmetteur, et c'est transmis par le nerf vague, c'est-à-dire qu'il part au niveau du système nerveux central, et puis il va arriver par différentes terminaisons nerveuses, c'est pas très important de le savoir, mais au niveau des différents organes qui peuvent être activés par lui et donc se ralentir. Donc que nous dit Nassim? Il nous dit, quand vous finissez une séance de sport, votre système nerveux sympathique est activé, votre système nerveux parasympathique, au contraire, est inactivé. Or, pour digérer, vous avez besoin du système nerveux parasympathique parce que, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas de digestion, si votre estomac n'est pas prêt à faire ses contractions, encore une fois, à avoir le péristaltisme, donc l'activation du tube digestif pour digérer, mais également la sécrétion d'enzymes et donc la sécrétion en gros de liquide gastrique, de sel biliaire, etc. Toutes les molécules qui sont nécessaires pour digérer, votre repas vous n'allez pas le digérer. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Deux solutions. La première chose, c'est que votre repas il va vous rester sur l'estomac. Donc ça peut arriver à certaines personnes qui vont se dire je comprends pas, j'ai mangé après la séance tout de suite après, que ce soit un shaker encore une fois ou un poulet, et je me sens lourd, je me sens fatigué, j'ai l'impression que j'ai le ventre gonflé et en gros je suis pas très bien. Donc ça c'est la première option en fait, ça veut dire que vous n'étiez pas encore prêt à la digestion et donc vous êtes allé un peu vite et donc votre corps il vous dit mon coco t'es gentil mais là c'est pas encore le moment de digérer, on est encore en train de lutter. Et la deuxième option, à l'inverse, c'est que si vous ne le digérez pas, ça ne vous reste pas sur l'estomac, mais tout simplement, ça va transiter sans être forcément absorbé, et donc vous allez avoir mal au bide, et en gros, vous allez aller aux toilettes. Alors ça dépend des gens, ça dépend des situations, ça dépend du type de repas que vous faites aussi, encore une fois, liquide, solide, quantité, aliments, etc. Mais voilà schématiquement ce qui peut se passer. Bien sûr que la plupart du temps, on digère toujours, et encore une fois, les mecs, ils s'abusent un peu, quand dans les commentaires, on va y revenir après, ils disent oui tu nous dis de pas manger, non, ils disent juste qu'il ne faut pas manger tout de suite, c'est-à-dire que si tu poses ta barre et que tu manges tout de suite, ça n'a aucun intérêt, mais par contre que si tu attends un petit peu, que tu te sois calmé, tu vas digérer beaucoup mieux et donc en fait finalement ta digestion ira plus vite. Quand on vous dit qu'il faut prendre la fenêtre anabolique, cette fameuse fenêtre de 30 minutes, ça veut dire que la fenêtre anabolique elle n'est pas dans votre estomac, elle est dans vos muscles. Donc ça veut dire qu'il faut que les nutriments, les acides aminés soient au niveau de vos muscles le plus rapidement possible. Mais si vous les mettez, trop tôt dans votre tube digestif, c'est contre-productif et ils vont être absorbés au contraire plus lentement ou ne pas être absorbés du tout. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont donc être plus tardivement au niveau de vos muscles, donc que ça va être l'effet inverse de l'effet escompté. Maintenant, on va rajouter quelques petites nuances juste après dans la partie pratique, et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple et qu'il n'y a en fait pas besoin de se prendre la tête, mais ça donne une explication, un rationnel scientifique. Enfin, le dernier facteur qui justifie de ne pas forcément manger directement après sa séance, c'est tout simplement la répartition du flux sanguin pendant l'effort. Je m'explique, le débit cardiaque, c'est-à-dire la quantité de sang qui est envoyée aux différents organes, est variable pendant l'effort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, il a un débit cardiaque qui est constant,
qui va augmenter pendant l'effort parce que besoin de plus d'énergie, besoin de plus d'oxygène, donc forcément besoin de plus de sang pour transporter l'oxygène. Sauf que c'est pas tout, il y a des organes qui ne sont pas utiles encore une fois pendant l'effort. Si vous faites un marathon, si vous devez faire un sprint ou si vous devez soulever une grosse barre au développé couché, ça sert à rien de digérer. Toute votre énergie, tout votre sang doit être redirigé au niveau des muscles et notamment les muscles qui travaillent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que préférentiellement les artères et les capillaires au niveau de vos muscles vont se dilater pour pouvoir avoir plus de sang, et à l'inverse, eh bien, le corps est bien fait, il va faire une vasoconstriction, donc les artères et les capillaires au niveau des organes non indispensables eh bien, vont se contracter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un effort, eh bien, la vascularisation, la perfusion de votre tube digestif est diminuée, donc c'est une des causes principales qui fait que les gens peuvent avoir des douleurs digestives, du mal au ventre en fait, pendant les séances de sport. Alors c'est plus fréquent dans les sports d'endurance que dans les sports d'explosivité comme la musculation, parce qu'encore une fois ça survient principalement quand on commence à accumuler un effort qui se prolonge en fait dans la durée. Donc en muscu, on a quand même des temps de repos et c'est pas la même activation. Maintenant ça peut arriver, et il y a des gens en fait qui ne le savent pas mais qui ont mal au ventre pendant leur séance ou même après leur séance. C'est une des causes de mauvaise digestion en fait des protéines, c'est que les gens disent je digère pas mon shaker de protéines, la protéine doit être de mauvaise qualité, mais non, c'est pas forcément vrai, parfois c'est le cas, parfois, mais j'ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs je vous invite à aller la voir si c'est votre cas, mais parfois c'est tout simplement parce qu'en fait votre tube digestif n'est pas prêt à digérer et donc il vous le fait savoir en vous faisant aller au fait aux toilettes. Donc cette perfusion, eh bien, elle recommence à s'activer après la séance, mais encore une fois, progressivement. Et encore une fois, c'est pas pareil chez toutes les personnes. Il y a des gens qui peuvent très bien digérer pendant l'effort. Moi, personnellement, j'ai aucun souci. Je pourrais manger, je pense, un poulet pendant ma séance, que je le digérerais bien. Je le digérerais mieux en dehors, bien sûr, mais à l'inverse, d'autres personnes sont très sensibles et ne peuvent pas du tout ni boire ni manger sous peine d'avoir de problèmes digestifs. Il y a d'ailleurs un athlète qui est assez connu, c'est Johan Diniz, c'est un mec qui fait de la marche olympique, ou de la marche rapide, et qui est français, et qui est justement confronté très souvent à ce genre de problèmes digestifs, et il y a régulièrement des photos de lui qui circulent dans des situations compromettantes. Et bien c'est typiquement un phénomène qu'on retrouve chez les sportifs d'endurance parce que leur tube digestif a un tel manque justement d'oxygène, un tel manque de sang parce que tout est constricté, et d'autant plus que l'effort dure dans le temps. Si vous faites un effort d'une demi-heure, c'est pas pareil que si vous faites un effort de 3, 4, 5 heures. Encore une fois, plus ça dure longtemps et plus il y a une souffrance au niveau digestif, et encore une fois qui est variable en fonction des gens. Donc ça peut être le cas, et encore une fois ce que vous dit Nassim, c'est pas forcément de compter le temps que vous mettez avant de vous mettre à manger, mais ça veut dire que chez certaines personnes, eh bien ça peut valoir le coup de ne pas se jeter sur la nourriture, et que dans tous les cas, si vous mangez dès que vous arrêtez, c'est probablement un petit peu inutile, en tout cas c'est pas forcément utile de le faire. Troisième partie maintenant, que faire en pratique? Parce qu'effectivement, je comprends que ça puisse être un petit peu source de confusion, parce que certains vous disent il faut manger après la séance, d'autres vous disent attention, il faut pas manger, mais finalement qu'est-ce que dit Nassim? Il dit juste que c'est pas forcément utile de se jeter sur la nourriture tout de suite après, et que idéalement, dans un monde idéal, il faudrait justement attendre un petit peu que le tube digestif soit prêt à digérer tout simplement pour pouvoir lui donner des nutriments, comme ça ces nutriments seront absorbés beaucoup plus vite. Maintenant, et encore une fois, c'est la pratique à différencier de la théorie, c'est qu'en pratique, ça dépend beaucoup de vous et de ce que vous allez manger ensuite. Ça dépend de vous parce que ça dépend de comment vous vous êtes entraîné. Si vous avez fait un effort extrêmement intense et que vous êtes rincé à la fin et que vous n'avez pas faim et que votre rythme cardiaque est très élevé, forcément, je pense que de base, vous n'aurez pas faim et ça ne sera pas un moment opportun pour manger. Mais de toute façon, vous n'aurez probablement pas envie de manger, sauf si vous vous forcez parce que vous vous dites il faut que je mange parce que c'est la fenêtre anabolique ou parce que je dois récupérer de l'énergie. En tout cas, je pense que vous allez probablement manger entre guillemets à contre-cœur parce que instinctivement vous allez sentir que c'est pas bon. A l'inverse, la personne qui s'est entraînée pendant 2 heures, donc longtemps, mais qui a fait un entraînement qui était un peu en dilettante. La première heure, il était concentré, et la deuxième heure, il a commencé à, un peu comme ce que je fais moi quand j'étais à la salle de sport, à discuter avec les potes, et puis la dernière demi-heure, c'est les abdos. Et encore une fois, les abdos, quand on finit par ça, c'est souvent des petits muscles qui n'activent pas énormément le système sympathique, c'est plus quelque chose qu'on fait pour la finition. En tout cas, c'est pas pareil qu'une grosse série de squats lourds où là, forcément, le système sympathique, il est à fond. Donc, si vous êtes arrêté, là, si vous avez fini votre séance en étant un petit peu
au ralenti, ça veut dire qu'en gros c'est un peu, vous commencez progressivement à vous calmer, et certains l'ont dit dans les commentaires, auquel cas oui, si quand vous avez fini votre séance, vous êtes totalement en forme, probablement que vous pouvez manger tout de suite sans forcément attendre. Mais dans tout ça, il y a plein de situations qui sont différentes, ça va dépendre encore une fois de vous, comment est-ce que votre tube digestif, votre digestion est impactée, et est-ce que vous digérez bien pendant l'effort. Il y a des personnes, ils peuvent manger n'importe quoi, je vous ai dit, je pourrais manger un poulet pendant la séance, que ça se passerait bien. Maintenant, si vous avez mal au bide dès qu'il y a la moindre chose, auquel cas, effectivement, attendre, c'est très probablement un bon conseil. Et encore une fois, les gens pensent que c'est tout blanc, tout noir, mais non. Et justement, être un bon coach, c'est ça la différence avec une personne qui recrache bêtement, telle étude, elle dit ça, donc c'est pareil pour tout le monde. Non, la vie, c'est pas ça. Et heureusement qu'en médecine, on fait pas pareil pour tout le monde, et que les patients, quand ils viennent pour un mal au ventre, on dit pas, pour 90% des gens, c'est rien du tout, donc attends, ça va passer. Non, il y a des cas où c'est des choses différentes. Donc encore une fois, être un bon coach, c'est justement savoir adapter à chaque personne. Et bien sûr, pour la plupart des gens, ça va rien changer, et j'en suis convaincu que la plupart des gens peuvent bouffer ce qu'ils veulent n'importe quand, finalement ça changera pas grand chose. Maintenant, pour une petite partie des gens, ça va changer beaucoup de choses, parce que si vous ne digérez pas du tout votre protéine ou votre repas, ce sera perdu entre guillemets, ou au mieux perdu, et au pire ça va vous handicaper parce que vous allez avoir mal au bide, et donc ce sera contre-productif. Une fois qu'on a dit ça, c'est tout simplement important de connaître toutes ces variations pour pouvoir adapter au mieux. Encore une fois, bien sûr que mange pouce d'or, c'est un conseil qui est valable pour à peu près tout le monde. Maintenant, c'est quand même bien de savoir adapter, de savoir faire face à différentes situations, et encore une fois, d'autant plus quand on est un coach et qu'on est amené à suivre des personnes qui ne vont pas réagir pareil. Si votre coach il vous dit c'est pareil pour tout le monde, en fait, quelle est la plus-value du coach? Aucune. Le coach, justement, il doit avoir beaucoup de connaissances, il doit connaître parfaitement comment fonctionne la théorie pour pouvoir ensuite adapter. Bien sûr que je suis convaincu que pour la plupart des gens, ça ne va pas changer grand-chose, et c'est pas parce que vous mangez 5 minutes après ou 20 minutes après que ça va faire une grosse différence. Et encore une fois, c'est pas ça qui va vous transformer. Maintenant, ça reste des concepts intéressants, et pour une petite partie de gens, ça va changer beaucoup de choses. Donc, je suis désolé, ça reste un conseil, je pense, qui est utile. Et encore une fois, ça dépend de ce que vous mangez. Si vous mangez de la nourriture liquide qui est très facilement assimilable, ce sera pas pareil que si vous allez vous taper le kebab 5 minutes après votre entraînement, parce qu'encore une fois, kebab, ça veut dire que c'est des protéines, que c'est de la sauce, et donc ça va être un petit peu lourd à digérer si en plus vous prenez les frites avec. Et donc l'autre chose, c'est effectivement de surveiller son parasympathique, de surveiller son système sympathique avec la prise de son pouls, parce que finalement c'est à peu près un bon conseil. Quand votre pouls commence à redescendre au niveau de sa base, ça veut dire que vous vous êtes calmé et que vous allez pouvoir en fait reprendre vos activités normales. Maintenant, le seul bémol que je vais mettre, c'est qu'effectivement, il ne faut pas trop, je pense, se focaliser là-dessus, parce que malgré tout, si vous faites de la méditation, et encore une fois, c'est ce que j'ai eu fait après des séances très intense de sport quand j'étais plus jeune, le problème c'est que je me relâchais tellement que j'arrivais plus à repartir, et donc mes journées étaient totalement improductives. Aujourd'hui, je serais incapable de faire ça parce que j'ai plein de choses à faire, j'ai un boulot, et donc encore une fois, ça peut marcher pour certaines personnes qui arrivent à se réactiver ensuite, mais moi ça n'a jamais marché, et je sais qu'à partir du moment où je commençais à trop me détendre, je repartais plus, et ensuite c'était fini, impossible de me remettre à être productif. Donc j'ai plutôt intérêt, parce que encore une fois je me connais, pas forcément à manger, mais à ne pas m'arrêter et à ne pas trop me calmer, parce que si je me repose trop, eh bien je sais que ma journée elle est souvent entravée. Alors par contre le soir ça peut être un conseil valable, parce que justement se calmer, eh bien ça te met dans une position où tu vas pouvoir t'endormir, une situation où ton organisme est reposé, le parasympathique est activé, et donc tu vas pouvoir digérer et puis ensuite dormir. Dernière partie, je vais essayer de répondre rapidement à quelques-uns de vos commentaires qui m'ont paru pertinents. Le premier, c'est Simba qui nous dit « J'y connais rien, mais il a sûrement raison. Après une séance, j'ai jamais faim. Mon appétit va s'ouvrir une bonne heure après, et c'est pas pour rien à mon avis. » Et effectivement, on a tous un temps différent où notre système parasympathique va se réactiver. Et ce temps, il dépend à la fois d'une variation personnelle, mais aussi du type d'effort. Si tu as faim qu'une heure après, c'est probablement que tu as fait une séance très intense et que ton système sympathique s'est très fortement activé, et que ton parasympathique s'est au contraire fortement inhibé. Si typiquement tu dis que tu as faim une heure après et qu'avant tu es très fatigué, eh bien probablement que si tu mangeais juste après ta séance, pas que ce serait contre-productif, mais en tout cas, ce serait physiologiquement un non-sens. Et effectivement, la faim, c'est un bon moyen de savoir quand est-ce que votre parasympathique se réactive, parce que la faim, c'est quand même un bon marqueur parasympathique avec
la glycémie qui redescend, et en gros l'estomac qui est en train de se vider. Donc ça veut dire que s'il se vide, c'est que les contractions de l'estomac commencent à se réactiver. Donc la faim, si elle survient pendant la séance, ça veut dire que justement vous êtes en train de commencer à vous ralentir et de sortir de votre séance. Et effectivement, c'est un bon marqueur. Deuxième commentaire, Alighieri Dante qui nous dit: on est d'accord, d'un point de vue évolutionniste, c'est débile. Tu viens de faire un effort pour ramasser un truc ou attraper une proie, et tu vas attendre un peu parce que c'est mieux comme ça. C'est complètement débile. Est-ce que c'est si débile que ça? Bah pas forcément, parce qu'à la base, effectivement, on est des chasseurs-cueilleurs. Donc effectivement, on est des cueilleurs. Ça veut dire que si tu cueilles une pomme, t'as fait un effort, et donc ce serait débile de ne pas la manger maintenant. Mais la question que je vais te poser, c'est si tu as cueilli une pomme, est-ce que ça t'a demandé un gros effort? Je pense pas. Encore une fois, si tu me dis d'aller cueillir des myrtilles, ça te fatigue, c'est un gros effort pour toi, je pense que tu as du souci à te faire. Donc la réponse, c'est que effectivement, si tu as fait un gros effort, oui. Si tu as chassé un tyrannosaure ou si tu as chassé un gros gibier, effectivement. Mais d'ailleurs, souvent, qu'est-ce qui se passe? On a externalisé la cuisson, donc ça veut dire que ta proie, tu la ramènes à ton camp, et ensuite tu la fais cuire parce qu'on ne mange plus des animaux crus, on n'est pas des hyènes, et on mange pas les animaux qu'on vient de bouffer quand ils sont encore quasiment vivants. On ne dit pas d'attendre 3 jours avant de le manger, on te dit juste que dans les 5 minutes, c'est probablement un petit peu tôt. En fait, il faut probablement attendre 10, 15 minutes, 20 minutes, ça dépend un petit peu, mais en gros, tu as le temps d'aller prendre ta douche, tu as le temps de te reposer un petit peu avant de le manger. Mais c'est pas 3 jours, encore une fois. On a ensuite dans les commentaires, on a Raph1260 qui nous dit: mettre en avant la réaction du corps simplement en citant le système nerveux sympathique et parasympathique post-entraînement pour déconseiller la prise de nourriture et de protéines, tout ça sans source, c'est solide. Alors, oui et non, dans le sens où les études, c'est une chose, mais encore une fois, la connaissance de la physiologie, ça reste quand même ta meilleure arme, je pense, pour appréhender l'entraînement. Parce que les études, on peut leur faire dire un petit peu n'importe quoi. Je repensais à une étude qui comparait, et c'est pas des blagues, je vais vous mettre l'étude, je pense, ici en description, l'abstract. C'est une étude qui compare le saut en parachute quand tu sautes d'un avion ou d'un hélicoptère. Et ils ont comparé 2 groupes, ils ont pris des participants et leur ont dit voilà, il y en a qui vont sauter sans parachute et il y en a qui vont sauter de l'avion avec parachute pour comparer en fait les dégâts, en gros les polytraumatisés et la mortalité. L'étude conclut qu'il n'y a pas de différence entre les personnes qui ont sauté avec un parachute et qui ont sauté sans parachute. Sauf que ce qu'ils disent également, c'est que en fait les gens ont sauté d'un avion, certes d'un avion, mais que l'avion était en fait à une altitude de 0 mètre. En gros, l'avion était au sol. Donc ils ont sauté de l'avion, et comme personne n'est mort dans chacun des groupes, personne n'est mort tout court, en fait, il n'y avait pas de différence entre sauter de l'avion avec parachute et sauter de l'avion sans parachute. Et ils disent, donc attention, nos résultats sont peut-être délicats à extrapoler d'un avion qui serait à une altitude beaucoup plus élevée. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que finalement les études, oui, alors effectivement, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, c'est aussi l'argument de merde pour dire en gros, de toute façon, si tu me cites une étude, c'est mieux de citer une étude, mais le fait d'avoir une étude ne veut pas dire ni que c'est vrai, ni que c'est une vérité absolue, et je pense qu'à un moment, il faut quand même un petit peu réfléchir. Encore une fois, c'est pas un non-sens physiologique du tout, et la plupart des gens, et je persiste parce que les gens, ils t'en parlent pas forcément à toi qui fais le commentaire, mais les gens, ils t'en parlent un peu plus quand t'es médecin, ou quand justement, t'as une compétence, parce qu'ils viennent te voir et ils disent, je comprends pas, je digère pas ma prot. Le nombre de personnes qui m'ont dit, je digère pas mes protéines, et la plupart d'entre eux, pas la plupart, mais une bonne partie d'entre eux, c'est ça. C'est que votre tube digestif n'est pas prêt à digérer. Et juste pour finir, c'est que sur les études, c'est intéressant, mais au final, les études, ça me fait toujours un petit peu rire, parce qu'il faut voir qui est-ce qu'on a inclus dans les études. Quand je vois des études qui comparent sur la prise de muscle, et qui disent, oui, alors en 4 semaines, ils ont pris 3 kilos de muscle dans chaque groupe, je me dis, mais attends, qui prend 4 kilos de muscle en 4 semaines ou même en 6 semaines? Ça veut dire en fait que les personnes qu'ils ont inclus, c'est des débutants absolus, et que de toute façon, quand tu compares des débutants dans les études, quoi que tu fasses, quoi que tu essayes, ils vont prendre du muscle de toute façon. Donc en fait, c'est pas des bonnes populations. Donc les études sur la muscu, c'est intéressant pour avoir des pistes, mais honnêtement, je pense qu'il faut quand même les prendre avec des grosses pincettes, surtout sur les études qui étudient l'anabolisme. Encore une fois, il y a peu de pratiquants, il y a peu de personnes dans chaque groupe, ça reste des toutes petites études pour, en fait, on peut leur faire dire, je pense, vraiment n'importe quoi. Et dernier commentaire, il y a Gringo qui nous dit, ouais bof, perso, le système digestif fonctionne beaucoup plus quand je suis en entraînement. Alors j'en doute fortement, parce que c'est à peu près un non-sens physiologique, donc soit t'es mal formé, soit t'es mal fait, mais en tout cas c'est a priori pas possible. Ou alors, encore une fois, est-ce que tu penses être le fonctionnement de ton tube digestif, ça veut dire que t'as mal au ventre, et que tu te dis j'ai mal au ventre quand je m'entraîne, et donc ça veut dire que mon tube digestif, mon système digestif fonctionne. Mais non, si t'as mal au ventre ou si tu le sens fonctionner, c'est justement qu'il fonctionne pas très bien. On va conclure la vidéo là-dessus, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que mes explications auront été convaincantes. En tout cas, je prétends pas avoir la vérité, mais je pense que effectivement de décaler un petit peu sa prise, son repas après l'entraînement peut être une bonne idée. Encore une fois,
Si vous n'avez aucun problème, ne le faites pas. Maintenant, pour la plupart des gens, le décaler de 5, 10, 20 minutes sans forcément prendre son pouls, aller faire de la méditation, c'est peut-être un peu abusé, mais ça peut être quand même une bonne solution. En tout cas, ça sera clairement pas un non-sens et c'est clairement pas ça qui va vous faire perdre vos muscles. Surtout quand on comprend comment fonctionne la digestion et qu'effectivement, si vous avez fait un effort intense, eh bien la digestion est fortement impactée. Maintenant, encore une fois, ça dépend des gens et ça dépend du type d'effort. Si vous avez été à votre séance en dilettante, vous pouvez manger, vous pouvez bouffer votre poulet pendant que vous faites vos crunchs si vous les faites de façon dilettante. Maintenant, encore une fois, voilà, il n'y a pas de vérité absolue en musculation. Le mieux, c'est votre ressenti. Si vous n'avez pas de problème, ne changez rien, continuez ce que vous faites. Mais pour peut-être les 5 ou 10% de la vidéo qui auront des problèmes digestifs après l'entraînement ou qui se sentiront ballonnés ou qui se sentiront tout simplement lourds après leur repas post-entraînement, peut-être que ce sera un bon conseil et finalement c'est pour cela qu'on fait ce genre de vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour la dopamine parce que mes hormones c'est super important et ça m'aidera à mieux dormir ce soir. Moi aussi mon parasympathique va s'activer. Et puis je vous dis abonnez-vous aussi si ça vous a plu pour d'autres vidéos et puis sinon retrouvez-moi sur Instagram Dr Miaous. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.